Bonjour, c'est Vincent au montage. Cet épisode est particulier puisque c'est un enregistrement de terrain. Notre invité a un agenda particulièrement chargé et nous avons choisi de l'enregistrer à son bureau, au travail. Ça s'entend. En fond, il y a des bruits de pas et le bruit de certaines autres réunions. Alors nous, en post-prod, on a fait tout notre possible pour améliorer votre expérience d'écoute. J'espère que ça vous plaira. Bon épisode. Tu as peur de te dénuder? Pourquoi? J'ai peur parce que je suis timide. Qui je suis? Dis-la, Muscle ton jeu. sale petit enfant de putain. Une grosse vanne de copains, une grosse paire de couilles, et après on fait ce qu'on Nous veut. ne sommes que des hommes, pas des dieux. De simples hommes. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Bonjour, bienvenue sur Oh les gars, le podcast dans lequel on dresse le portrait d'un homme, une fois toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, on retrouve Sandra Forgue. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Sandra, tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Alors, tout à fait, je m'appelle Sandra Forgue, mais ça n'a pas toujours été comme ça, puisque je m'appelais Wilfried Forgue. J'ai fait du canoë biplace slalom pendant 15 ans. J'ai été champion du monde olympique avec mon équipier Franck Addisson. Et j'avais un problème depuis l'âge de 8 ans où je ressentais le besoin d'être une femme, chose que j'ai fait à 45 ans. J'ai fait une transition. Donc je suis une personne transidentitaire et aujourd'hui je m'appelle Sandra. Je suis une femme, enfin. Félicitations pour cette transition. Oui, enfin, y a pas, c'est pas une compétition, mais non, on est obligé à un moment donné d'accepter ce que l'on est. Je crois que chacun des êtres humains fait avec ses forces et ses faiblesses, ses ressentis. Puis il y a des tabous qui naissent. Fut un temps, c'était l'homosexualité. Les gens se sentaient déjà différents, sauf que c'était interdit, c'était tabou, il fallait pas en parler. Tout ça a bien explosé dans les années 50-60, donc c'est 1960. Et forcément, aujourd'hui, la transidentité se traduit par un bouleversement social dans lequel on entend de plus en plus parler. Alors, on entend des gens dire « Mon Dieu, on n'entend plus que ça ». Il y a un lobbying trans, on va transformer tous nos jeunes sans repères, sans rien. On va en faire une société complètement ahurissante. Et bon, la réalité est bien autre, bien évidemment, puisqu'on est une extrême minorité de personnes à ne pas se sentir bien dans le genre qui nous est assigné à la naissance. Et bien voilà, bingo, j'en fais partie. Et j'ai dû faire avec ça pendant des années, voire même des décennies. Le plus dur a été pour moi de m'accepter, puisque je me suis refusée pendant des années. Et puis bon, à un moment donné, je ne voyais plus aucun avenir en tant qu'homme, alors qu'en tant que femme, tout m'appelait. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis ravie, d'avoir fait ce choix de vie. Et je ne regrette rien, mais en même temps, je ne regrette pas mon ancienne vie non plus. En tant que personne, on aime faire des choses dans la vie. Moi, ça m'a permis d'être un sportif de très haut niveau, de rencontrer des personnes extraordinaires, de faire ce que beaucoup de gens aimeraient pouvoir faire, gagner une médaille olympique, une médaille d'or olympique. Donc, je ne regrette rien de ça et surtout, je n'essaye pas de conjuguer cette période au féminin, puisque de toute façon, je n'étais pas une femme à ce moment-là. Je n'ai pas concouru contre des femmes, donc je ne suis pas une sportive de haut niveau. Même plutôt aujourd'hui, je fais du handball dans la catégorie des femmes et je suis sûrement pas de haut niveau. Mais voilà, donc je vais venir sur des conjugaisons parfois au masculin, parfois au féminin, parce que voilà, j'ai vécu quand même 45 ans dans la peau d'un homme, donc je sais ce que c'est. Ok. Aujourd'hui, on enregistre. Tu nous fais l'honneur de nous recevoir dans ton bureau de travail. Tu es à la tête d'un département informatique avec 50 personnes sous toi. Et à côté de ça, tu es encore entraîneuse à Lavore pour du canoë-kayak pour les jeunes.
Alors, je ne suis plus entraîneuse du club de Lavore parce que après le Covid, ça a été un petit peu compliqué de reprendre toutes ces activités. Puis j'en avais bien d'autres. Donc aujourd'hui, il y a des entraîneurs qui ont repris le relais. Et je m'excuse auprès de ces jeunes que j'ai un peu laissé tomber après le Covid. Mais par contre, je suis toujours président du conseil d'administration du CREPS à Toulouse. Et là, je m'occupe aussi de politique sportive et de développement du sport dans la région Occitanie. Ça me prend beaucoup de temps avec mon travail qui est, lui, très prenant puisqu'effectivement, je travaille dans la société DSI, Distribution Services Industriels, qui emploie des personnes en situation de handicap ou éloignées de l'emploi. Donc nous avons une mission qu'on s'est fixée d'employer le maximum de personnes. Et moi, je dirige tout le secteur informatique. Donc la société fait environ 1200 personnes aujourd'hui. Donc ça fait beaucoup de travail et voilà. Donc j'ai pas beaucoup de temps pour m'occuper des autres au niveau du kayak et je m'en excuse, surtout que comme je l'ai dit, je me suis mise aussi au handball et voilà. Donc je construis une maison. Donc plein de projets, toujours plein de projets, mais voilà, c'est comme ça, ma vie est comme ça aujourd'hui. Un épisode, du coup, on va parler de toi, ton vécu autour de la transidentité, mais aussi peut-être un petit peu de la transidentité et la place des personnes trans dans le sport et le sport de haut niveau, un petit peu avec ta casquette du CREPS et ton expérience qui a pour but quand même de donner un ton politique autour du sport dans une région. Et toi, peut-être que tu nous révéleras que tu as une idée pour mieux catégoriser les personnes dans le sport. Quel est notre programme ? Alors au départ, moi je ne suis pas une militante transidentitaire. Il y en a plein qui font ça très bien. Il y a des associations de défense des personnes LGBT en règle générale et qui font un travail extraordinaire de terrain. Donc je ne suis pas dans cette mouvance-là parce que j'ai plein d'activités et qu'on ne peut pas être partout. Mais c'est vrai que je leur remercie de tout le travail qu'ils ont fait, il et elle, comme on dit aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, j'ai pu faire ma transition parce que des personnes avaient milité auparavant et avaient ouvert ces portes blindées de l'obscurantisme et du tabou sur tout ce qui était transidentitaire. Donc, par contre, c'est vrai qu'en tant que sportif ou sportive, j'ai toujours été dans la volonté de clarté, la volonté de rigueur, et puis d'équité. Le sport, moi j'aime beaucoup gagner, mais ça ne me déplaît pas de perdre si d'aventure les règles ont été respectées. Donc je suis anti-dopage primaire. Je suis vraiment dans le sport, dans toute sa bienveillance ou ses bonnes caractéristiques, le modèle qu'on voudrait en faire d'une société plus juste, plus mature dans le fait que la compétition doit être saine et sereine et ne doit pas être destructive, ce que la société en général n'arrive pas trop à faire. Donc moi, avant tout, avant d'être une personne transgenre à défendre le milieu trans, je suis une sportive. Et donc, pour moi, il est important que la catégorie féminine soit vraiment protégée. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est quoi une catégorie ? Ça permet de visibiliser une partie de la population qui ne le serait pas, tout simplement. Et donc de profiter de tous les bienfaits de cette visibilité pour la reconnaissance de soi, pour le bien-être, ainsi de suite. Donc les catégories, on les connaît, on les a toujours connues, catégorie de poids, catégorie d'âge, ainsi de suite. Et puis on a parlé du sport féminin, et donc on fait beaucoup d'amalgames sur le sujet. Or, le sport n'a jamais été ni masculin ni féminin. Le sport est totalement transverse, c'est universel. Donc il y a du sport, il y a une activité sportive, et puis on la pratique. Donc dans des sports, il n'y a même pas besoin de catégoriser. On prend l'équitation, il n'y a pas de raison... C'est le cheval qui fait quand même beaucoup le travail. Il n'y a pas de raison de catégoriser homme ou femme. Et d'ailleurs, dans les compétitions de haut niveau, y compris aux Jeux Olympiques, on s'en moque d'être une femme ou d'être un homme lorsqu'on est sur son cheval. Et puis, il y a des catégories où la force physique de l'homme n'est plus à remettre en doute sur sa supériorité physique par rapport aux femmes. C'est tout simplement physiologique. Et donc, pour visibiliser les femmes, on a créé des catégories féminines. C'est une catégorie. Donc la problématique actuelle, c'est de dire comment on définit c'est quoi être une femme. Donc elle dit c'est évident, il suffit de regarder. C'est pas si évident que ça,
parce que tout le monde naît femme au départ, et puis c'est le chromosome Y sur le chromosome sexuel qui va définir les caractéristiques secondaires lorsque la personne va grandir. Or là, la nature ne fait pas que bien les choses, et sa diversité frappe aussi l'être humain. Et là, on va rencontrer des personnes qui ne sont pas forcément XY ou XX, donc 3X, 3Y, 2X, 2Y, enfin, peu importe. Un génome qui va être troublé, avec des caractéristiques qui vont se développer différentes. Donc, c'est ce qu'on appelle les personnes intersexes. Et donc, on a Casper Semenya, par exemple, qui en fait partie et qui a défrayé les chroniques sur sa soi-disant supériorité, alors que génétiquement, elle n'avait pas été contrôlée et que physiquement, même si elle a une carrure assez imposante, elle a un sexe féminin. Donc, Elle pratique quelle discipline ? alors, c'est une Sud-Africaine qui pratique le sprint en athlétisme. Et donc, elle a été championne du monde, championne olympique, tout ça, avant qu'on lui interdise de courir. Sur des règles complètement subjectives, c'est uniquement pour la sortir elle. Et donc, la Fédération internationale d'athlétisme a décidé qu'il fallait un taux d'hormonaux. Enfin, ils ont regardé à quoi ça correspondait, et donc ils ont dit on va prendre un taux de production hormonale de testostérone et on va mettre le seuil juste en dessous de ce qu'elle est elle. Comme ça, on est sûr de l'éjecter. Donc, le lobbying qu'il y avait derrière, pour moi, est vraiment mortel. C'est-à-dire qu'on a défini une règle a posteriori, en vision d'une personne, pour l'éliminer. Bon, je trouve ça vraiment abject. En plus, ça a été fait vraiment avec une humiliation incroyable et c'est vraiment détestable. Donc aujourd'hui, la problématique, elle est de dire, les a priori voudraient dire qu'une personne qui a eu une croissance musculaire ou une croissance squelettique d'homme, même si elle devient une femme après, ou si elle est intersexe, elle va avoir un avantage. Alors, il y a grandes études américaines, toujours américaines, quand on est dans les accès, il y a l'Amérique qui n'est pas très loin, une étude américaine qui prouve que les femmes transgenres, ça va exploser le sport féminin, ça va invisibiliser les femmes, donc il y a toute une kyrielle de femmes, de militantes extrémistes féministes qui sont vent debout contre les femmes trans, et qui génèrent la transphobie générale avec des insultes, on rencontre de tout. Moi-même, j'ai été largement insulté sur les réseaux sociaux de personnes à problème, d'êtres humains hybrides. Enfin bon, on entend tout et rien. Tout simplement, ces personnes ont une phobie ou ont des peurs et transforment leurs peurs en conviction. Et donc, c'est là que c'est le gros souci. Et derrière, on va déployer des armées de scientifiques déjà convaincus pour aller essayer de prouver quelque chose qui relève de la conviction et pas du tout de la preuve. Donc, c'est très difficile parce qu'il y a un lobbying très fort, notamment du monde anglo-saxon, donc américain, Angleterre, et qui sont très, très implantés dans les fédérations internationales, y compris au niveau du CIO. Et donc, il y a plutôt une mouvance. Si au départ, il y a une mouvance un peu d'acceptation des personnes trans, parce que il n'y avait pas énormément de trans qui faisaient du sport, et donc il n'y avait pas une visibilité très forte. Il y avait la société permettant aux trans de mieux exister. Il y a eu une première vague plutôt d'acceptation, et qui a été inversée par ce fort lobbying, relayé y compris par des sportives françaises, enfin sportives françaises. Nous avons Marion Cligné, une ancienne cycliste, qui est vent debout contre la participation des femmes trans dans le sport, et qui relaye ces fausses études, qui relaye ces discours d'associations, parce qu'il y a des associations aux États-Unis, même, il y a tout un groupe très fort qui font des publications qui sont très violentes là-dessus, et qui en opposition sont face à des militants trans qui, elles, veulent tout accepter, faire tout et n'importe quoi aussi. Donc, heureusement, on est en France, mais bon, le problème, c'est que le sport est régi quand même de façon assez internationale. Et personne ne s'est vraiment posé la bonne question. Parce que la problématique, c'est quoi la catégorie féminine ? Alors, comment on définit une femme ? La réponse, en fait, elle est pas du tout simple. Et tout le monde s'y a essayé, et personne ne sait dire aujourd'hui c'est quoi les limites de la catégorie féminine. Donc, si on prend le problème à l'envers, on s'aperçoit que chaque sport a des différences. Déjà, on ne peut pas parler de l'athlétisme, comme on va parler du tir à l'arc, comme on va parler de la natation synchronisée.
c'est pas les mêmes facteurs de performance. Et s'il y a des facteurs de performance qui, pour les uns, peuvent être dominés par les hommes, il y a des facteurs de performance par d'autres sports qui peuvent être dominés par les femmes. Si on prend la natation synchronisée, par exemple, qui était exclusivement femmes jusqu'à quelques JO auparavant, il y a une catégorie mixte qui, à Tokyo, est apparue. Et à Paris, il y aura une catégorie masculine de natation synchronisée. Donc on imagine bien qu'en termes de souplesse, d'élégance et de facilité de gestes sur la natation synchronisée, si vous prenez une femme qui est devenue un homme, donc un homme trans, qui a fait 15 ans de natation synchronisée, est-ce qu'il ne sera pas avantagé par rapport à ses collègues qui sortent du 400 mètres nage libre et qui sont montés comme des tanks? Donc on peut se poser la question aussi dans ce sens-là, alors que basiquement on dira mais non, dans le sport, une femme peut devenir un homme, il n'y aura aucun avantage. Pareil pour le sport hippisme, est-ce qu'un jockey trans ne sera pas avantagé par rapport à quelqu'un qui était un homme d'origine? Ou plein d'autres sports comme ça, on peut l'imaginer. Surtout si on a besoin d'être petit, souple, ce sera plus facile si on a été une femme dans le passé plutôt qu'un homme. Donc la question se pose aussi. Donc pour moi, on ne peut pas répondre par une seule réponse. Il faut répondre par c'est quoi la catégorie féminine par rapport aux facteurs de performance. Les facteurs de performance, ça va être la puissance musculaire, ça va être la VO2 max, qu'on appelle la fameuse VO2 max, c'est-à-dire la capacité pulmonaire à régénérer le sang dans les muscles, donc qui est très fortement lié à la capacité pulmonaire, mais aussi au taux d'hématocrite, c'est-à-dire le taux de globules rouges qu'on a dans le sang, et qui chute avec une hormonothérapie drastiquement. Et donc, tout ça fait qu'on ne peut pas définir la catégorie femme si on ne connaît pas déjà les facteurs de performance. Donc par sport ou par groupe de sport, on définit les facteurs de performance qui sont mesurables sans tricher, parce qu'une femme une femme trans qui ne ferait pas l'effort pour mesurer une puissance musculaire en développé couché par exemple, son cœur ne monterait pas. Si on fait un test d'effort, si son cœur ne monte pas, si elle n'arrive pas à saturer d'acide lactique son sang, c'est qu'elle ne force pas. Donc si elle ne force pas, elle triche. Si elle triche, elle dégage. Ça, c'est la règle, dans le dopage, ainsi de suite. Voilà, si on commence à tricher, on n'a pas sa place. Donc une personne, elle est obligée, elle ne peut pas se cacher par rapport à ces tests physiologiques. Donc si on prend les 1000 meilleures femmes d'un sport, et qu'on les calcule sur ces facteurs de performance, on est capable de dire à une personne, tu es à l'intérieur de ces écarts-types de ces femmes, donc il n'y a pas de problème, puisque tu en fais partie, donc tu ne seras pas avantagé. Par contre, si tu es en dehors de ces facteurs de performance, tu ne fais pas partie de la catégorie féminine. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas une femme, mais tu ne peux pas concourir dans la catégorie féminine. C'est ça la grosse différence. Et ce travail, on peut le faire, parce que j'étais encore en colloque dernièrement où on est capable de mesurer des membranes cellulaires, on est capable de mesurer des vitesses de fibres musculaires, enfin on est capable de faire des choses assez incroyables sur l'analyse du mouvement, sur les aspects physiologiques de récupération, et ainsi de suite. On ne va pas me dire qu'on n'est pas capable de prendre 4 facteurs principaux d'un sport pour sa performance. C'est pas vrai. Donc c'est juste une histoire qu'on n'a pas envie de le faire. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait cette étude, et bien voilà, une personne, j'en sais rien, s'il y a un facteur de performance, par exemple au handball, où il n'y a aucune femme qui fait plus d'1m95, et s'il y a une femme trans qui arrive et qui fait 2m10, non, voilà, elle ne fait pas partie de la catégorie féminine de cette activité-là. Donc on peut le faire. C'est juste une histoire de volonté. Et aussi de dire, on arrête avec le féminisme, on arrête avec le côté compétition homme-femme, on parle d'une catégorie, on ne parle pas du sport des femmes. C'est la catégorie féminine. Et ça n'empêche pas que il faut promouvoir la mixité, il faut promouvoir la pratique du sport à toutes les populations, qu'elles soient hommes, femmes, autres ou handicapés, ou peu importe. Voilà, le sport est un facteur d'évolution et de progression personnelle, et il faut vraiment le promouvoir dans tous ses états. Donc, les problématiques des politiques, aujourd'hui, telles qu'elles sont dessinées par le CIO ou par les fédérations internationales, tendent à vouloir exclure quand même une partie de cette population,
en proposant des catégories à part. Voilà. Donc 0,4% de la population, c'est une personne pour 250 participants. Donc si vous voulez faire une catégorie, il faut 4 personnes. Sinon, c'est pas valable. Une catégorie à moins de 4 personnes, ça n'existe pas. Enfin, dans les règlements, c'est pas possible. Ou 5 personnes, ça veut dire qu'il faut à peu près 1000 athlètes ou 1500 athlètes pour qu'on puisse trouver 4 personnes qui peuvent concourir dans la catégorie trans. Donc, c'est n'importe quoi. Ça n'existe pas, par les grands marathons et autres, qui en plus ne sont pas concurrencés par ça, parce que on a l'impression, on entend par les féministes, l'avalanche des trans dans le sport. Voilà, des hommes vont se faire passer pour femmes pour pouvoir gagner des médailles et gagner de l'argent. Alors, je vais y revenir là-dessus parce que c'est un argument qui est avancé par les Américains, l'argent, et moi qui me déplaît très fortement. C'est un peu comme dire aujourd'hui, moi je vais me couper un bras parce que comme ça je vais pouvoir faire les jeux handisport, quoi. Il faut quand même réaliser ce que c'est une transition transidentitaire, lorsque vous subissez des opérations diverses, même pas sexuelles forcément, mais le visage, vous êtes hormoné, vous avez un changement de vie radical, enfin il y a un changement de vie qui est très violent, corporellement, psychiquement, mentalement. Donc c'est pas vrai que quelqu'un va comme ça dire je suis trans, je vais être trans, et puis parce que c'est irréversible. Donc imaginez quelqu'un qui à 25 ans fait une transition pour faire du sport et à 30 ans dire non, mais je fais mais non, voilà, ça n'existe pas. Là, une fois qu'on a coupé son bras pour les jeux handisport, on recolle pas le bras. On vivra avec sans le bras. Donc tout ça est complètement ridicule. Voilà, personne ne va faire une transition juste pour faire du sport. Ça n'existera pas. Par contre, les règles aujourd'hui sociétales avancent et se déclarer, il y a des pays où on peut se déclarer autre chose que homme ou femme, donc des personnes non binaires, des personnes qui remettent en cause cette binarité sociale. C'est hors champ du sport. Je veux dire, voilà, on peut très bien se sentir femme et être dans une mouvance sur se sentir femme et ne pas vouloir faire une transition physiologique, ainsi de suite, mais voilà, qu'on ne réclame pas non plus jouer dans la catégorie des femmes. Parce que là, pour le coup, c'est plus l'aspect biologique des 3 dimensions de l'être humain, qui sont la dimension biologique, l'identité de genre et l'expression de genre. Donc c'est pas parce qu'on a une volonté d'expression de genre très féminine, où on aime bien se montrer avec des accoutrements plutôt féminins, ou avec une apparence féminine, qu'on se ressent femme, et surtout que biologiquement on est femme. Donc il faut quand même qu'il y ait une transformation, c'est surtout sur la dimension biologique que c'est important de regarder, puisque la catégorie féminine, la visibilité de ça, c'est pas l'expression de genre ou l'impression d'être une femme qui va être important. L'équité, elle va se faire sur la biologie. Donc il faut vraiment que biologiquement, les personnes qui sont sur cette transition soient dans les facteurs de performance des femmes qui concourent. Et là, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Tout le monde peut être à l'aise. J'en fais partie, j'en fais pas partie. C'est comme quand vous êtes sur une balance pour une catégorie de poids à 60 kg. Si vous faites 60,01, vous ne participez pas. Si vous faites à 59,9, vous participez. Mais là, c'est la même chose. Et on peut très bien vivre sans faire du sport. De haut niveau, je parle. Pas le sport santé, évidemment, mais le sport de haut niveau. Si on veut concourir dans la catégorie féminine et qu'on ne peut pas, tant pis, on fait autre chose. C'est pas rédhibitoire. Par contre, qu'on accuse des sportives trans de supériorité alors que rien n'est prouvé, comme Léa Litzer, je crois que ça s'appelle l'américaine à la natation, ou plein d'autres, je trouve ça abject parce que c'est surtout un aspect sociétal qui vient s'appuyer là-dessus. Comme dans les années 60, où on interdisait aux femmes de concourir sur des épreuves dites longues, d'endurance, parce que des études scientifiques de docteurs bien avertis avaient démontré que une femme courait plus de 700 mètres, elle se mettait son corps en danger, notamment avec des descentes d'organes. Voilà, on est très loin de l'américaine qui a fait 5e à la dernière Diagonale des Fous, à 170 km, avec 9000 mètres de dénivelé, et toutes les sportives qui font du marathon et autres. Voilà, donc aujourd'hui, on trouve ces études, on trouve ces comportements sociétals qui interdisaient à la femme de faire du sport complètement ridicules. Je pense que d'ici 10-20 ans, ou 30 peut-être, ce serait dommage que ce soit 30 ou 40, on expliquera tout ce qui a été dit aujourd'hui contre les trans dans le sport était aussi ridicule. Parce que quand tu dis 5e, c'est 5e au classement général, dans une discipline
l'athlétisme, la course à pied, qui est, enfin là le trail en l'occurrence, dans laquelle on a normalement un écart énorme entre les hommes et les femmes. C'est ça. Donc là, elle fait 5e au général, alors que biologiquement, elle est moins capable de régénérer l'oxygène dans ses muscles, parce qu'il y a des écarts biologiques juste liés au sexe. Et de puissance musculaire. Et de puissance musculaire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre la science à l'œuvre pour mieux définir c'est quoi la catégorie féminine dans chacun des sports. Et on aura des réponses différentes suivant les sports. Un argument qu'on entend beaucoup aussi, c'est un argument lié au niveau de testostérone. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le fait d'avoir beaucoup de testostérone en soi ne reflète pas forcément une capacité biologique plus grande? Alors, moi je l'ai vécu puisque j'ai pris un traitement qui m'a coupé la production de testostérone. Donc, en l'espace de 6 mois, je suis passé de 3h15 au marathon à 3h50, avec même muscle, même entraînement, même tout. Simplement, je n'avais plus la testostérone. Donc, ça avait fait quoi? Alors déjà, ça avait fait chuter l'autodématocrite très fortement. Donc, pour le même effort musculaire, j'avais mon cœur qui montait, donc qui montait au-dessus de mon seuil aérobie, donc je saturais, ce qui fait que je n'étais pas en capacité de pouvoir utiliser mes muscles, qui eux-mêmes n'avaient plus d'impulsion. La testostérone, ça a une capacité de prendre une énergie très courte à un moment donné sur un aspect assez violent et qui crée une impulsion. Alors moi, je l'avais vécu avec des portes que je pensais fermées, donc j'ai essayé d'ouvrir, je dis mais pourquoi elle est fermée cette porte? Et puis en fait, c'est pas du tout fermé. C'est que j'avais perdu la puissance instantanée de pouvoir baisser une poignée. Pareil pour des pots de fleurs, que tous les ans je rentrais à l'hiver, et là je me dis mais pourquoi il est collé Et après j'avais porté le pot de fleurs, donc j'avais perçu que j'avais quand même encore de la force physique, mais je n'avais plus l'impulsion d'arracher le pot. Et comme ça, petit à petit, je m'aperçois aussi que cette impulsion, mais dans une foulée, ça va faire 3-4 cm de plus. Alors, c'est sûr que on le voit bien en marathon, on voit des hommes qui partent très vite et puis qui s'écroulent après au bout de quelques temps parce qu'ils n'ont pas su gérer cette problématique de ne pas gérer cette impulsion parce qu'elle mange énormément d'énergie aussi. Mais c'est vrai que cette différence physiologique entre les hommes et les femmes, moi je l'ai vraiment vécu. Et la testostérone, la problématique, c'est qu'il y a 2 facteurs. Il y a celui de la produire et celle de la synthétiser, c'est-à-dire d'avoir les récepteurs de cette testostérone. Donc, vous pouvez parler un langage, et si une personne en face ne vous parle pas le langage, vous pouvez dire ce que vous voulez, la personne elle ne réagira pas. C'est pareil pour les récepteurs. Et donc, il y a des personnes, on s'est aperçu, qui n'avaient pas de récepteurs. Il y avait même une fille, plusieurs, mais il y en a une qui a été détectée comme ça, c'est que à l'âge préadulte, vers 18-20 ans, elle avait toujours pas eu de règles, ils avaient fait plein de tests sanguins et tout, et puis il n'y avait rien qui était déconnant, mais sauf qu'ils ne comprenaient pas pourquoi tout ça ne s'était pas déclenché. Et en fait, en faisant une IRM, ils se sont aperçus que cette femme n'avait pas d'utérus. Et quand ils ont fait un génome, parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles il ne peut pas y avoir d'utérus, mais là, pour le coup, ils ont fait un génome et ils se sont aperçus que la personne était XY, vraiment le génome d'un mâle, quoi. Et tout simplement, quand ils ont étudié, mais alors pourquoi ça n'a pas développé un corps d'homme? Et ils se sont aperçus que les récepteurs, ils ont trouvé les récepteurs de la testostérone, ils ont pu mesurer les testeurs de la testostérone chez cette personne qui n'avait aucune réaction à la testostérone. Donc au départ, quand l'hypophyse avait créé la testostérone, l'œstrogène et la progestérone, eh bien, le corps ne s'est pas mis en route sur les effets secondaires du Y, du génome Y. Et donc, ça a développé un corps d'une femme et qui était très bien dans son corps, très bien dans son esprit, sauf que ce n'était pas une femme, c'était un homme, génétiquement parlant. Et donc, là encore, les règles de l'international qui dit, voilà, si vous avez 5 nanomoles ou 6 ou 4 ou peu importe, ainsi de suite, c'est complètement arbitraire parce que c'est la production. Donc c'est ce qui va circuler dans le sang, mais ça ne mesure pas la capacité de la personne à en profiter. Donc vous pouvez avoir des personnes qui, en dessous de 5 nanomoles, vont avoir un effet d'enfer, et puis d'autres qui, à 7, 8, n'en auront pas, parce qu'ils auront très peu de... Donc ce côté de mesurer la testostérone, ça va marcher pour un spectre de personnes, mais pas pour les autres. Et ils ont fait ça en définissant la catégorie féminine, ils ont essayé plein de choses, mais en fait, à chaque fois, ils s'aperçoivent que, non, il y a quand même un nombre assez important de personnes qui ne répondent pas à ces critères-là et qui sont quand même à inclure. Donc,
pour moi, la seule solution, elle reste d'un point de vue recherche sur combien de personnes sont capables de faire tel effort dans la catégorie féminine, et si vous rentrez dedans, vous rentrez dedans, si vous rentrez pas dedans, vous rentrez pas dedans. Donc c'est très orienté sur la statistique, mais au final, c'est la seule manière de savoir si une personne peut ou pas œuvrer. Ok, d'accord. Quitte même, peut-être, est-ce qu'on est plusieurs catégories féminines ? Tu parlais tout à l'heure de... Enfin, là, c'est une de mes idées à moi, je réagis sur ce que tu dis, mais tu prenais l'exemple du handball en disant, on pourrait, admettons que la limite soit 1m95, parce qu'une femme de 2m10, c'est suffisamment rare pour que ça soit un avantage trop grand pour qu'elle participe à la catégorie féminine. On pourrait se dire, au même titre qu'au judo, il y a une catégorie moins de 60 kg et une moins de 80, peut-être qu'au handball, on pourrait avoir une catégorie féminine à moins d'un 95 et une à plus d'un mètre 95. Ouais, là c'est pareil, ça revient comme la catégorie de personnes trans ou autres. C'est qu'il y a tellement peu de gens qui sont concernés par ça que ça m'étonnerait. Enfin, pour moi, ça n'a pas de signification de pouvoir organiser une manifestation avec ces critères-là. Oui. Encore une fois, une personne qui va faire 2m10, ok, elle veut faire du handball, c'est génial. Si elle a un génome XX, et que c'est une femme dans tous, elle va faire partie de ces écarts types. Donc, ce sera la frange haute de cette population-là. Donc, elle va œuvrer pour que les personnes trans puissent être peut-être plus grandes. Voilà, puisque les moyennes sur l'écart type vont s'améliorer. Mais très franchement, pour moi, il y a quand même un moment donné où il faut qu'il y ait un critère d'équité. C'est vrai qu'une personne qui va faire 2m10 dans un jeu de handball, elle va forcément avoir des avantages parce qu'il suffira qu'elle lève le bras pour que personne ne puisse venir l'embêter à réceptionner son ballon. Donc, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait, comme les catégories de poids ou autres, qu'il y ait une discrimination à ce moment-là. Encore une fois, elle n'a qu'à faire du basket, parce que là, pour le basket, à 2m10, une femme, ça pourra le faire, parce que ça fera partie des critères de sélection, je dis n'importe quoi, de performance. Donc, encore une fois, il faut aussi que les personnes se mettent à cette place-là, de cette équité, quoi, hein. C'est-à-dire que si elles sont tellement au-delà de la moyenne classique, elle ne sera pas à l'aise, les gens autour d'elle ne seront pas à l'aise. Alors on revient sur cette histoire-là du sport aux États-Unis. Le premier argument que donnent les féministes contre la participation des femmes trans, c'est le fait que c'est encore, pour vous dire excusez-moi du terme, mais la débilité de la réflexion, c'est de dire c'est encore quelque chose contre les femmes où les hommes vont venir piquer l'argent aux femmes. Voilà l'argument qui est donné. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui vont, parce qu'ils ne peuvent pas gagner d'argent dans la catégorie masculine, vont venir sciemment bousculer la catégorie féminine en se faisant passer pour trans ou autre, pour venir piquer l'argent du sport féminin qui, on s'est battu, ça fait 30 ans pour que les femmes puissent enfin toucher de l'argent dans le sport féminin, puissent gagner cet argent-là. Et là, encore une fois, c'est les hommes qui vont venir nous le piquer. Enfin, moi, je fais un saut par arrière en entendant ça. D'abord, de vouloir faire du sport uniquement pour gagner de l'argent. Enfin, là, il y a un truc que je ne comprends pas. Parce que le sport, c'est tout sauf de l'argent. Hein, parce que l'argent, oui, économique, ou de la musique, on va produire quelque chose qui est sur une phase de certitude. Alors, sur le côté spectacle, peut-être. Mais comment on peut associer du sport à de l'argent ? Ça, moi, c'est un truc qui me dépasse. Que ça en soit une résultante, oui. Que ça soit une conséquence, pourquoi pas. Enfin, ça, à la limite, voilà, le monde du spectacle en est une preuve. Mais que ça soit un but, là, moi, je comprends pas. Alors, que le commun des mortels qui n'a jamais fait de sport le pense, c'est pas un problème. Mais quand vous avez fait du sport de haut niveau, pensez que vous faites ça pour pouvoir gagner de l'argent, là, il n'y a que les Américaines pour penser ça, quoi. Hein. C'est tellement de sacrifices, c'est tellement une mentalité, une construction, une part de l'identité. Pour moi, c'est carrément hors jeu. C'est-à-dire que le sport doit rester cette activité dans laquelle il faut qu'on ait le droit de perdre.
Il faut qu'on ait le droit de perdre. Si on n'a pas la capacité de perdre, on fait plus de sport. On n'est plus dans le jeu, on n'est plus dans la mesure, on n'est plus dans l'exemplarité. On est dans le mercantile, on est dans l'économie, on est dans la comparaison, on est en fait dans ce que le sport est censé venir améliorer, la condition humaine. Là, on est dans le pire du pire, quoi. C'est-à-dire on va trafiquer, on va se doper, puisqu'on ne peut plus perdre, on va faire en sorte de gagner. Ça, c'est juste anti-sport complet. J'aimerais beaucoup qu'on revienne sur la testostérone, parce que c'est un argument sur lequel c'est très facile d'avoir des convictions, je trouve. Soit de se dire, même dans la vie en général, oui, la testostérone, c'est vraiment ce qui différencie les hommes des femmes. Les hommes sont plus agressifs et c'est à cause de ça. Ou alors, si comme moi, on a lu beaucoup de choses féministes, de presque vouloir... Aujourd'hui, j'en suis à un stade où j'ai presque envie de gommer le fait que la testostérone, ça change quelque chose. Les femmes aussi en ont. Et en fait, la réalité de ce qu'apporte la testostérone, elle est très difficile à comprendre entre les hommes et les femmes parce que chacun ne vit qu'une de ces réalités. Et comme on l'a tout le temps, on a du mal à se rendre compte de ce que c'est parce que ça fait tellement partie de notre quotidien et de nous. Et ce que je trouve intéressant, c'est que toi, tu as eu l'occasion de vivre une quarantaine d'années en tant qu'homme. Puis à un moment, on te l'a enlevé, donc tu as vu une différence. Est-ce que tu peux nous raconter émotionnellement ce que ça change de plus avoir autant de testostérone qu'avant ? Alors, j'ai une copine qui a dit quelque chose de très juste, c'est que pour définir si une personne est trans ou pas, il suffit qu'en lui enlevant la testostérone, comment elle se ressent. Si elle se ressent plutôt mieux ou si elle se ressent mal. Le traitement anti-testostérone, c'est celui qu'on donne aussi aux personnes atteintes de cancer des testicules ou les délinquants sexuels qui ont des pulsions et des choses comme ça. Et donc, il y a une chute brutale de testostérone qui interagit directement avec le cerveau. Et donc, il suffit aussi de parler aux femmes, aux hommes trans, donc des femmes qui deviennent des hommes. Qu'est-ce que fait leur injection de testostérone et comment ils le ressentent. Voilà. Et dans les deux sens, les trois sens, c'est assez mortel. C'est assez rapide. Et dans le sens inverse, par exemple, celui que j'ai vécu, donc j'avais de la testostérone et en plus j'avais fait les mesures. Au grand Dieu, j'espérais d'être un peu intersexe et puis d'avoir une explication à ma transidentité. Pas du tout, j'avais un taux de testostérone de champion olympique, donc j'ai l'homme XY dans le truc purement bestial pour être un homme parfait, mais c'était pas du tout moi. Mais voilà, c'était mes caractéristiques physiques. Et ces caractéristiques physiques, quand j'ai enlevé la testostérone, j'ai ressenti un bien intérieur incroyable. Et quand j'ai essayé d'analyser ce bien intérieur, il était par le fait justement que je n'avais plus ces bouffées d'agressivité. On ne s'aperçoit pas en tant qu'homme que pour un rien ou pour un truc, on peut avoir un genre de boule d'énergie qui monte et qui nous sert, hein, qui sert à l'homme à faire un truc plus costaud, plus truc. Voilà, on n'arrive pas à mettre les skis sur sa galerie. À un moment donné, ça nous énerve, on arrache le truc, on finit par le mettre. Ben, ça va être la testostérone qui va réussir à faire ça. Vous ne verrez jamais une femme qui est déjà à bout de force aller chercher un brin d'énergie là où elle n'a pas pour finir de monter un truc. Parce que ça, c'est encore, je pense, une capacité qui est liée à cette testostérone. C'est pas pour rien qu'on mettait de la testostérone aux sportives est-allemandes qui avaient des performances tous les records ont explosé à l'époque par les filles de l'est allemande et on a vu les dégâts que ça faisait sur ces femmes-là. Il y en a qui se sont suicidées, il y a eu des mutilations, enfin, ça a été un désastre biologique incroyable. Des personnes qui ont fini par faire des transitions, c'est un massacre. Donc non, l'effet de la testostérone n'est pas une pure invention psychologique, elle est un vrai fait réel. C'est une hormone mâle qui surexcite les muscles, qui permet d'avoir une supériorité musculaire, qui permet d'avoir un développement de réflexes plus rapide, un geste plus rapide, et qui est aussi un régulateur émotionnel. C'est-à-dire que face à un danger très fort, la testostérone va vous remplir d'une certaine sagesse au combat ou d'agressivité au combat, mais sans avoir un déferlement de peur ou de trucs paniques qui voilà.
Et moi, je le ressens parce que, voilà, une porte qui claque, je pouvais me retourner avec cette sensation un peu dominante, de dire, il se passe quoi, il faut intervenir sur quoi. Là, aujourd'hui, il y a une porte qui claque, je saute sous la table, quoi. C'est... Tu te surprends à sursauter déjà. Ouais, je me sens à sursauter, je me fais des peurs que je n'avais pas. Il y a un aspect, comme on n'arrive plus à synthétiser cette force et cette énergie, il y a le doute qui s'installe sur sa capacité à pouvoir réagir. Donc, on est plus en phase de protection, de se protéger, de se cacher, qu'en phase d'affronter ou d'agresser. Ça n'empêche pas qu'on peut être femme et avoir un énervement et péter un boulon et tout casser dans la maison, c'est pas le problème. Mais la testostérone va permettre de monter graduellement ou de descendre graduellement. Quand on est une fille, qu'on n'a pas autant de testostérone, qu'on en a très peu, on va avoir des émotions beaucoup plus fortes, beaucoup plus violentes, avec des doutes, avec des pleurs, avec des rires, avec voilà, et puis en avoir 10 fois dans la journée qui changent. Et ça, c'est surprenant au départ. Moi, j'avais pas cette habitude-là et me suis surprise à pleurer sur des choses complètement ridicules ou à changer d'état d'esprit très rapidement. Chose qui ne m'arrivait pas forcément à l'époque. Donc, non, la testostérone... Alors, il n'y a pas que la testostérone, parce qu'il y a l'oestrogène derrière. Il y a, physiologiquement, c'est pas vrai, on n'est pas montés pareil, les femmes et les hommes, c'est pas vrai. Par contre, là où on met des différences, notamment le patriarcat, là où on met la supériorité de l'homme par rapport à la femme, c'est complètement ridicule, parce que sur beaucoup de facteurs, même les facteurs prégnants de la société d'aujourd'hui, les femmes sont parfois même plus costauds que les hommes, en termes de régularité, de sérieux, de capacité d'analyse, de contrôler ce qui se passe autour d'elles, de management. Il y a plein de choses géniaux qui sont faits par les femmes. Et même conduire des camions ou des tracteurs aujourd'hui, vous le faites avec le petit doigt. Donc ça ne sert à rien d'être un pilier de rugby pour faire ce métier-là. On voit de plus en plus de femmes dans l'agriculture ou dans le transport. C'est pas gênant. Donc là où il y a une vraie différence, c'est dans la capacité de combat physique, je parle, et dans la force pure d'action, et sur lequel la société d'aujourd'hui est capable de faire des adaptations. Pour faire du plaque au plâtre aujourd'hui, ça sert à rien de développer du squat en salle de muscu. Vous avez des machines qui plaquent la plaque, et vous avez juste avec la perceuse venir plaquer les choses. Donc on trouve dans le bâtiment de plus en plus de femmes et qui font ça très très bien. Oui, le fait de vivre des émotions de façon plus intense ou qu'elles changent plus vite ne veut rien dire de la vulnérabilité de quelqu'un ou de sa force. Complètement. Ça n'a rien à voir et je pense que ça, c'est souvent confondu. C'est tout à fait ça. Encore une fois, je trouve que ce serait dommage de mettre hommes et femmes sur un pied d'égalité à tout point de vue. Quand je parle, pour moi, je trouve que cette différence est belle par rapport à la complémentarité de l'un et l'autre. Les êtres humains, ils doivent aussi être complémentaires, et la complémentarité de la femme et de l'homme s'accroche bien. Je dis ça et je vis avec une femme aujourd'hui, donc c'est pas... Mais le truc, c'est que encore une fois, Simone de Beauvoir, ainsi de suite, était sous le coup de la domination de l'homme sur la société. Plus que sur la femme, parce que c'est la domination de l'homme sur l'enfant, sur la femme, sur le machin. L'homme, c'était l'être absolu. L'homme blanc, évidemment, parce que le noir passait même après le gamin. Donc il y avait la femme, le gamin et le noir. Donc une vision de la société tellement étriquée, tellement obscurante, avec un obscurantisme incroyable, que c'était juste oublier de regarder la nature. Voilà. Et dans la nature, la femelle a sa place, le mâle a sa place, là où il la trouve d'ailleurs, pas forcément formaté. L'homme, il ne doit pas être costaud, bourrin, et la femme frêle et dominée, c'est pas ça du tout. Mais c'est que on trouve des équilibres. Vous avez des hommes très très sensibles
qui adore être avec des femmes fortes. Et tout le monde est en complémentarité. Donc, surtout, ce qui est important, c'est d'accepter tout le monde, d'accepter les différences de tout le monde et de trouver son alter ego, parce que la vie seule est quand même beaucoup moins marrante qu'en couple, hein, tout simplement. Et malheureusement, la société fabrique de plus en plus de personnes isolées. Mais encore une fois, de vouloir balayer tous les stéréotypes de genre, tous les stéréotypes de... Je pense que c'est oublier aussi que 98% des gens se retrouvent très bien dans leur corps, leur genre, leur identité de genre ou leur expression de genre. Donc, c'est pas parce que 2% ne se retrouvent pas là-dedans qu'il faut ignorer les 98%. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant et qui m'a beaucoup surpris tout à l'heure, c'est que tu partageais que toi, tu as observé le comportement de ton coéquipier Franck et de certains de tes amis changer envers toi quand tu es devenue une femme. Oui, alors tout à fait, et ça me déplaît pas, j'avoue. C'est vrai qu'on était une bande de potes, on était équipe de France, donc on était concurrents sur l'eau, on était très amis en dehors. C'est plutôt un sport de bonhomme, non, le kayak ? Non, parce qu'en plus c'est un sport quand le vêtement est une jupe, donc okay. Pour fermer le trou d'Iloire pour que l'eau ne rentre pas dans le kayak ou le canoë. Non, c'est les compétitions, il y a hommes et femmes en même temps les mêmes jours, c'est sur les mêmes parcours, donc il y a vraiment une très forte intégration de la femme dans ce sport. Donc non, c'est pas un problème là-dessus, c'est simplement qu'on était bien entre potes de l'équipe de France. Dans lequel il y avait des fois il y avait les filles aussi qui étaient là, hein, mais c'est vrai que le canoë Piplace, on avait une équipe assez soudée et même si on était concurrents sur l'eau, on était très potes. On faisait des stages, on faisait des sports co, ainsi de suite. Et cette équipe, fédérée autour d'un entraîneur qui malheureusement nous a quittés, est resté très amis, et tous les 6 mois on aime bien se retrouver 20 ans après à faire des choses un peu extraordinaires. Dernièrement on était avec Martin Fourcade faire du biathlon, on a été sur le bateau de Yannick Bestaven après l'arrivée du Vendée Globe. On a fait une semaine en autonomie en Finlande. Enfin, voilà, on fait des trucs assez sympas. Et cette bande de potes s'est retrouvée avec une nana dans leur groupe, qui est moi, tout simplement. Et ils ont été les premiers à me soutenir, à faire en sorte que leur pote qui devait une nana, donc c'est compliqué déjà, il y a un pote qui devait une fille, et puis une fille est dans un groupe de mecs, ainsi de suite. Et puis au final, je m'aperçois qu'aujourd'hui, ils sont très attentifs à moi, ils sont plutôt bienveillants. Par exemple, typiquement, en Finlande, j'ai eu un coup de moins sur un jour. Là, j'étais très fatigué, un peu malade. Je suis tombé dans l'eau, d'ailleurs. Et ils étaient tous à mon chevet, donc c'était cool. Et effectivement, ce côté où l'homme va se pencher un peu à aider la femme qui est un peu plus fatiguée, pour X raison que ce soit, et cette bienveillance, moi je la trouve pas désagréable du tout, parce que je pense que justement l'homme va se mettre des certitudes, va se mettre une certaine conviction qui peut-être aussi grâce à sa force physique va se trouver un peu plus en capacité à pouvoir aider sa femme qui est un peu plus en difficulté. Et je trouve pas ça un stéréotype en fait, puisque c'est les êtres humains qui se complémentarisent et qui s'aident. Et moi, quand un homme est bienveillant avec moi, je trouve pas ça désagréable. Voilà, je trouve pas à me dire occupe-toi de toi, je suis assez forte pour. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs un truc. Une fois, je portais des gros pots de peinture dans un chariot et j'ai quand même gardé une certaine force, donc. J'étais en capacité à pouvoir les soulever, ces pots, c'était pas le problème. Il y a un homme qui était arrivé et qui s'est proposé pour me mettre les pots dans mon coffre. Et naturellement, je lui ai dit, mais oui, avec grand plaisir. Et il m'a apporté les pots, il en a plus chié que moi, je pense. J'étais super fière, j'étais super contente de moi. Et j'ai trouvé ça un geste qui est, de faire rentrer les femmes en premier. Enfin, ces petits gestes du quotidien, du respect de l'autre, qui veut dire bienvenue dans ma vie, moi, je trouverais ça dommage de les écarter.
Moi, ce qui me surprenait de ce que tu partageais, c'était que tu sentais une bienveillance qu'il n'y avait pas forcément dans votre relation avec Franck avant, si j'ai bien compris. Où il y avait plutôt une relation de potes. Où vous osiez moins vous montrer vulnérable. Et maintenant, c'est plus carrément. OK. Carrément, quand on fait un équipage comme ça, on ne peut pas être vulnérable. Donc, on peut aider l'autre s'il a un problème, mais c'est un aveu de faiblesse. Donc, on était très complémentaires en plus, parce qu'en plus, physiquement, moi, j'étais le gros bourrin à l'époque. Mon surnom, c'était le gros en équipe de France. Donc, j'étais très musculeux, j'étais très... je surjouais ce côté un peu viril de l'affaire, et lui, il était plus fluet, plus en difficulté physique, avec des facultés d'aérobie, donc de longue distance plus fortes. Donc, il avait d'autres capacités que moi. Et on était vraiment très complémentaires l'un et l'autre. Mais c'est vrai que depuis que je suis devenue une femme, je le sens bienveillant, je le sens à l'écoute de mes problèmes. et puis moi, je trouve ça très chouette. Je me laisse faire parce que ça me plaît, ou carrément que j'en ressens le besoin. Donc c'est pour ça, j'entends déjà les féministes dire, enfin, qu'est-ce qu'elle dit, mais qu'est-ce qu'elle est conne à dire que voilà, la femme est inférieure à l'autre, à l'homme qui doit être à sa bienveillance. Non, moi encore une fois, je vis avec une femme, on se débrouille toute seule, on est en train de construire une maison toutes les deux. On conduit des mini-pelles, on fait du béton et tout ça. C'est pas le problème. C'est pas le problème de ça. C'est simplement que je trouve que la différence des hommes et des femmes, c'est la diversité, c'est la beauté de l'être humain, et que je vois pas pourquoi une femme devrait devenir un mec et qu'un mec devrait devenir une femme. Ça n'empêche pas une femme d'être costaud, d'être voilà, comme on l'est moi et ma compagne, et ça n'empêche pas un mec d'être très sensible, très humain et très à l'ouverture. Il y a de tout, et il faut faire avec ça. C'est juste trouver la complémentarité avec les gens avec qui on a envie de vivre et avec qui on a envie de partager ces moments-là. Mais tout mettre en enlevant le genre, en enlevant les différences, en fait, on accentue ces différences. Et il y a pourtant des moments où ces changements t'ont surpris, des changements auxquels tu t'attendais pas forcément. Par exemple, quand tu te retrouves au milieu de tes potes mecs, tu te rends compte que tu as moins ta place pour parler maintenant, ou alors en réunion, ou avant, toi qui étais un homme, on te laissait parler. Maintenant, tu te retrouves à te faire couper la parole. Et ça... Alors ça a été une de mes premières surprises. Effectivement, quand je suis devenue une femme, au bout d'un certain temps, moi, j'ai pas été éduquée en tant que femme, ou je n'ai pas vécu en tant qu'adolescente, enfin jeune fille et adolescente, le comportement des autres vis-à-vis de moi. Plutôt une relation donc de garçon, donc j'avais toute ma place n'importe où, sauf peut-être dans les discussions de filles. Moi, j'étais très attirée pour aller vers la discussion de filles, sauf que quand un mec arrive dans un groupe de filles, évidemment, la discussion, elle change. Donc moi, je ne pouvais pas profiter de ce moment de filles. Et ça me manquait beaucoup. Du coup, ce que je me suis aperçu, c'est qu'effectivement, les hommes ne font pas, et c'est pas contre les hommes, mais ne font pas exprès d'avoir cette discrimination quotidienne, tout simplement parce que les hommes ont les habitudes. Voilà, est-ce que c'est biologique, est-ce que c'est un apprentissage, j'en sais rien, mais c'est un fait que les petits garçons, ils se font une compète entre eux, on se tape sur l'épaule, on se confronte, on se machin, voilà, il y a un peu un combat, beaucoup moins chez les filles. Et ce combat-là, il se traduit parce qu'on monte, et donc lorsqu'on va être sur des réunions ou est-ce qu'on va être entre mecs, il va y avoir une forme de combat, de mesure que même les hommes n'ont même plus la perception. J'ai fait ça, mais moi j'ai fait ça. Il y a un peu une compète, quoi. Voilà, il y a un peu une compète, et ça beaucoup moins chez les filles, y compris dans des choses très intellectuelles. Mais il y a une forme de compète entre mecs, et ce qui fait que quand une fille est dans ce groupe-là, elle n'a pas sa place pour le combat. En plus, on a éduqué aux garçons, tu combats pas la fille, tu tapes pas la fille, tu parles sur les trucs la fille, mais du coup c'est l'exclure aussi. Et donc c'est pour ça que moi je promeus le sport le plus mixte possible, le plus longtemps possible. Voilà, parce que les femmes aient l'habitude, et les hommes ont l'habitude de combattre avec les femmes. C'est pas un souci, il faut juste le respect de l'autre,
ne pas faire mal. C'est quand je parle de combat, c'est un combat ou intellectuel ou gentil, quoi. Voilà, on n'est pas là dans les règles. On n'est pas là pour faire mal. On n'est pas là pour créer de la douleur. On est là pour s'amuser ou progresser. Mais c'est vrai que la mixité dans le sport permet aux filles tout simplement d'accéder à des techniques liées à la vitesse des jeux de garçons, et ainsi de suite, donc de progresser plus fort. Donc ça, c'est un fait. Et dans le bureau, dans le travail, on s'aperçoit qu'effectivement, les hommes, même dans des réunions, se font un peu un genre de compète entre eux, dans lequel la femme, à un moment donné, on va lui tourner le dos. Et moi, je l'ai vécu, et comme je n'ai pas été éduqué là-dedans, moi, ça me choque. Et je m'aperçois que je commence à m'imposer. Je sens que les hommes ne comprennent pas pourquoi je m'impose dans ce combat, alors que j'ai pas à combattre à ce moment-là. Alors que tu es une femme. Alors que je suis une femme, voilà. Donc, ce que j'ai appris, et qui est beaucoup plus efficace, parce que je me suis aperçu que ça a énervé les garçons, en fait. Donc, ce qui est beaucoup plus efficace, c'est que je les laisse parler. Moi, je remine. En plus, généralement, quand on ne parle pas, on réfléchit. Et une fois que le combat a eu lieu, là, vous donnez vos arguments, vos machins, vos trucs. Et là, tout le monde vous regarde. Ah ben oui, ah mes machins. Et puis, ça repart. Mais, du coup, c'est assez rigolo parce que, on va dire, c'est très cliché, quelque part, ce truc-là. Mais c'est la réalité. C'est ce que moi, je vis. J'attends. À l'époque, je parlais tout le temps en seconde, troisième ou en premier. Je prenais l'initiative de contrer une parole, d'essayer de convaincre, ainsi de suite. Là, aujourd'hui, j'attends. J'attends très très souvent la fin, où j'attends d'avoir suffisamment de crédibilité pour pouvoir dire quelque chose sur lequel je ne peux pas me tromper. Voilà, et je pense que les femmes sont plus en faculté de faire ça qu'un homme qui va cracher des vérités, faire du brainstorming. Et s'il dit une connerie, c'est pas très grave, il s'en fout. Alors qu'une femme, de dire une connerie, ça va la vexer ou ça va la diminuer, et comme une sorte de confiance qui n'est pas vraiment établie, la femme va... Comme elle n'a pas confiance à son physique, elle n'a pas ça la met dans une posture à ne pas avoir confiance en elle. Et donc, il faut des femmes avec une grosse expérience sur leur activité pour qu'elles aient une forte assurance. C'est pour ça qu'on retrouve des femmes... avant qu'une femme prenne un poste de direction ou autre, elle le fera que si elle a la stricte conviction qu'elle a non seulement la capacité, mais même une capacité supérieure. Il y a plein d'hommes qui acceptent des fonctions alors qu'ils n'en ont aucunement la compétence, uniquement sur la posture. Donc ça revient un petit peu à ces mêmes choses, quoi. C'est-à-dire que l'homme, il est capable d'affronter des défis sans même savoir s'il va y arriver, alors que la femme, elle va sauter dedans que si elle en a mesuré les conséquences. Oui, parce que ce que tu partageais tout à l'heure en off, c'est que ce manque de confiance, il émane peut-être aussi de la femme et du fait que physiquement, comme elles ne sont pas prêtes à affronter, elle est plus sur le qui-vive. Mais aussi, elle vient du regard des hommes sur les femmes. Quand une femme se trompe, on lui pardonne moins. Les hommes lui pardonnent moins. Ou l'extérieur lui pardonne moins. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça, depuis le plus jeune âge. Tu le vis comme ça. Voilà. Okay. Donc, on met une pression supérieure aux petites filles pour qu'elles ne se trompent pas, pour qu'elles ne se fassent pas mal, pour que ce qu'elles fassent c'est juste, qu'elles fassent bien leurs devoirs, bien leurs trucs, le machin. Et le garçon, lui, on va lui donner plus de latitude à explorer, faire des essais-erreurs, y aller, et c'est ça. Donc je pense que ça se traduit après dans la société. On est encore plein de ça. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle on trouve parfois, j'ai pas dit que, mais parfois des personnes non binaires qui sont en fait des femmes qui refusent totalement ce patriarcat, juste titre d'ailleurs, et qui refusent de rentrer dans ce rôle de la femme faible, mise au second plan, ainsi de suite, qui ne refusent pas leur féminité en tant que telle, mais qui vont dire, mais moi, la société patriarcale où je dois m'arrêter dans les réunions, ou enfin tout ce que je viens de décrire, qui le refuse en bloc et qui, donc, moi, je ne suis pas une femme. Voilà, à la Simone de Beauvoir, du coup. Donc, toutes les personnes non binaires ne sont pas comme ça, que je fasse pas je synthétise pas quelque chose
je généralise pas quelque chose qui serait faux. Mais on en retrouve. Et du coup, il faut se pencher sur la question. Si une femme va rentrer dans ces principes-là ou ne veut pas rentrer dans ces principes-là, comment elle le fait? Et donc, il y a quand même une forme de réflexion à mener, notamment au niveau des hommes. Comment mieux accepter les femmes dans son combat, dans les combats, voilà, qu'aujourd'hui, une femme n'est pas... Si elle ne veut pas combattre, elle ne combat pas, mais si elle veut combattre, l'intégrer. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je pense que le sport a un rôle à jouer, notamment par rapport à cette mixité. Non pas, par exemple, chez les jeunes catégories, on sait que le développement physique des hommes sera supérieur au même âge, pas forcément une maturité intellectuelle ou autre. Donc, on n'est pas obligé de faire jouer hommes et femmes du même âge. La mixité peut être aussi avec des femmes un peu plus âgées, donc plus matures physiquement, avec des jeunes moins âgés. De créer une mixité où le physique n'est pas un problème. Mais pour que toute l'intégration sociale, elle, continue à se faire. Ça, c'est vraiment important. Comme on en parlait tout à l'heure en off, il y a le pays, la Nouvelle-Zélande, où les critères de jeu ne sont pas des âges, mais sont des critères plus physiques. Si vous mesurez tant, vous faites ça. Au rugby. Au rugby, voilà. En canoë-kayak, par exemple, vous avez en France... la Nationale 3 n'est pas âgée. Voilà, que vous soyez cadet ou que vous soyez vétéran, vous êtes en Nationale 3 si vous concourez sous la même bannière. Du coup, ça permet à des vieux de mieux communiquer avec des jeunes sur les mêmes compétitions, et ainsi de suite. Et donc, moi, je pense que les jeunes catégories doivent mieux s'organiser dans les sports pour accentuer la transition entre les vieux et les jeunes et entre les femmes et les hommes. On arrive doucement à la fin de cet épisode. Si ça te va, j'aimerais beaucoup pour qu'on finisse sur le moment où toi, tu as annoncé au reste du directoire du CREPS ta transition, ce que tu étais prête à faire et puis la réponse que l'État t'a donnée. Alors ouais, c'est un événement, un épisode de ma vie très intense. J'avoue que quand j'étais sportif de haut niveau, la transidentité me permettait de m'évader. Voilà, quand vous avez une pression énorme, vous avez 1 minute et demie ou 2 minutes pour faire votre course, que vous jouez 10 ans de votre vie, vous êtes entraîné 2 fois par jour et en 1 minute et demie, tout est fini. Il faut savoir se mettre dans un état second, ainsi de suite. Et moi, avec ma transidentité, je partais vite dans mes rêves d'être une femme, et ainsi de suite. Et donc, c'était facile pour moi de décrocher de la pression. Et on était connus, à mon équipe et moi-même, d'avoir un mental de fer et d'être à 110% de nos capacités lors des compétitions. Ça, je l'ai inversé après, c'est-à-dire quand j'ai fait ma transidentité, quand j'ai fait ma transition, là, il y a le sportif de haut niveau qui est revenu, ou la sportive de haut niveau qui est revenue, et là où des personnes n'auraient pas osé, moi j'ai osé, et je me suis dit, il se peut que dans ma vie, beaucoup de choses s'arrêtent. Si je suis refusé, si je suis exclu. J'avais même prévu potentiellement de m'échapper au Canada chez ma cousine, qui était en avance le Canada sur les questions transidentitaires. Mais si j'étais en France pas très bien accueilli sur cette décision, j'ai prévu une limite basse de ma vie à refaire totalement. Tant pis, j'abandonnais tout ici, puis je partais, mais je faisais quand même ma transition. La version haute, c'était celle de vivre... le maximum de ce que je vivais en tant que femme, en tant qu'homme, mais le vivre en tant que femme. Et je savais que le CREPS s'arrêterait. C'est quelque chose de très institutionnel, dans lequel vous avez autant la Cour... vous avez pas la Cour des comptes, vous avez le ministère du budget qui est là, vous traitez des questions qui sont pas super fun, quoi, hein. C'est les budgets, les chiffres... tout ce qui est économique, tout ce qui est relations, ressources humaines. Vous avez le directeur des sports qui est là, donc le préfet, sous l'égide du préfet. Vous avez le conseil régional, vous avez le département, la ville, le rectorat. Enfin, il y a de grandes messes de choses très très sérieuses. Je ne m'imaginais pas que ça puisse passer. Mais je me suis dit, on ne sait jamais, qui tente rien n'a rien. Donc, je me dis, bon. Et au moment où je décide de faire mon coming out en fin de conseil d'administration,
J'ai un petit rictus dans ma tête qui me dit mais c'est n'importe quoi, tu vas te faire balbouler. Mais bon, tant pis. Et j'ai osé faire cette demande. J'avais averti le directeur régional et le directeur régional, donc c'est la jeunesse et des sports, donc l'État, et le conseil régional. Et le conseil, j'avais pas eu le retour de ces gens-là, de savoir ce qu'ils en pensaient. Ils m'ont fait la surprise lors du CA où j'ai annoncé donc aux autres ma transidentité. Et donc j'ai senti, le conseil d'administration, c'est 4 heures de réunion très sérieuse. Et donc à la fin, on est un peu fatigué. Et là, je sentais les gens qui avaient les grands yeux ouverts, qui m'écoutaient. Et puis là, quand j'ai fini mon discours, où j'ai tout simplement dit, voilà, vous me connaissez sur super champion, super fort, super tout, j'ai aussi des faiblesses, j'ai aussi quelque chose dans ma vie qui m'a rattrapé, et j'ai expliqué tout ce qui était la transidentité et pourquoi je faisais ça. Et là, ils ont tous applaudi. Donc déjà, waouh, j'étais hormoné depuis un an. Soyez pas trop, j'en comprenais. Ils me voyaient un peu avec des cheveux un peu plus longs, bon, mais ils comprenaient pas trop ce qui se passait. Et là, il y a le directeur des sports, donc représentant de l'État, qui se lève et qui me dit je vois pas pourquoi moi, personnellement, ça change rien. Et puis je vois pas pourquoi pour l'État ça changerait grand chose. Ce serait quand même mal vu. Et donc, au nom de l'État, je vous demande de poursuivre vos missions. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, j'ai failli fondre en larmes. Les hormones, ça marche bien. Tout simplement parce que, voilà, ça voulait dire que la société était prête à faire cette bascule. Alors, pas toute la société, malheureusement, et on le voit encore avec beaucoup de personnes qui sont dans l'ignorance totale et donc dans le rejet des personnes transgenres. Mais c'est vrai que les institutions soient à ce niveau-là prêtes à faire que des personnes comme nous puissions prendre des responsabilités et montrer nos capacités faisant fi de cette problématique de transidentité. Je trouvais ça extraordinaire. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'abord de remercier toutes les personnes qui se sont butées face à tout ça à l'époque, il y a 10, 20, 30 ans. Il faut savoir quand même qu'il y a il y a 15 ans, on était encore des malades mentaux. On était encore dans les registres des gens qui avaient des maladies mentales, comme les homosexuels à l'époque, ainsi de suite. Sachant que les homosexuels ou transidentités, dans certains pays, on les met en prison, ou on les pend, on les tue. Enfin bon, voilà, on en est encore là. Donc en France, on a fait quand même un pas de géant, ou en Europe, j'ose dire. En Europe de l'Ouest du moins. Et donc, c'était quand même un mois extraordinaire. J'ai voulu remercier dans ma tête tout ce qui avait fait ce travail avant moi, et puis souhaiter le bon courage à toutes les personnes qui vont vivre ça, parce que ça vous tombe dessus. Vous choisissez pas de devenir une personne transidentitaire, vous avez ça dans votre cerveau dès la naissance. Donc, vous êtes obligé de faire avec. Et là, le fait qu'aujourd'hui, ça soit reconnu, qu'il y ait plein d'informations sur Internet, qu'on soit bien accompagné, même si tous les combats ne sont pas gagnés, quand même, ça a avancé. Et moi, je suis arrivé finalement à la bonne période. Voilà. Et puis même l'État, parce que ce qui est peut-être évident pour toi, mais qui n'était pas pour moi et peut-être pas pour l'auditoire, c'est que ce monsieur qui prend la parole au nom de l'État, il ne prend pas la parole en tant qu'individu. Il a fait remonter l'information dans sa chaîne de commandement, ça a pris plus d'1 mois. Et il y a... Alors jusqu'où c'est remonté, je ne sais pas, tu vas nous dire, mais c'est vraiment une position de l'État qui dit « Nous, on veut que notre présidente soit une personne transidentitaire, on accepte ça et on accepte d'être exposé à ça, c'est normal pour nous. » Je ne sais pas jusqu'où c'est monté, mais je pense que c'est monté jusqu'au ministère des Sports, oui. Voire peut-être le ministre. Sandra, merci beaucoup pour tout ce partage, pour ce moment. Eh bien, merci à vous, et puis bon vent à tout le monde, et puis surtout, moi, le message que je veux faire passer, c'est soyez vous-même, acceptez les autres, vivez ensemble, il y a tellement de belles choses à faire dans la vie. Merci. C'était un autre épisode de Oh les gars, merci beaucoup d'être restés ici, et on se retrouve dans 2 semaines. Bonne journée.